Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Sabotage, cyberattaque et un soupçon d'infiltration à haut niveau. Et si la guerre hybride de Vladimir Poutine avait déjà commencé et qu'il ciblait en priorité l'Allemagne qu'il connaît bien? Russisch-deutsche Beziehungen sind ebenso alt wie unsere Länder. Poutine et les Allemands, il a eu le temps de les observer pendant ses années au KGB à Dresde, d'apprendre leur langue, peut-être d'identifier leurs points faibles. Aujourd'hui, comme dans toutes les démocraties européennes, il peut aussi compter sur des réseaux qui font de la déstabilisation sur l'ensemble du territoire allemand. Et ces tueurs ont déjà ouvert le feu à 2 pas de la chancellerie. Berlin, nid d'espions. Attention, ceci n'est pas un film. Bienvenue, on ne traîne pas aujourd'hui parce que notre sujet est très vaste et aussi très touffu. Depuis fin août, j'ai sur mon bureau un numéro du Spiegel qui met en une un gros titre assez inquiétant, « Les saboteurs de Poutine en Allemagne ». Et l'enquête nous plonge dans un monde de faux semblants, de double jeu qu'on croyait réservé à la guerre froide. On a presque du mal à y croire, mais voilà qu'en moins de 2 semaines, il y a eu là récemment toute une série d'événements qui m'ont poussé à monter cet épisode. L'événement le plus déroutant, c'est sans doute l'annonce d'une possible compromission du chef de l'agence allemande de cybersécurité. Il a été officiellement débarqué cette semaine, soupçonné de liens avec les services d'espionnage russes. On parle là tout de même de l'homme qui était à la tête de l'agence chargée de la protection numérique de l'ensemble des institutions allemandes. Alors on n'a pas beaucoup de détails sur cette affaire, mais pour faire vite, il aurait fait rentrer dans son réseau de consultants une entreprise berlinoise dont la filiale en Russie est en réalité une cellule des services secrets. Et là, il est d'autant plus facile d'échafauder des scénarios que les cyberattaques contre des cibles en Allemagne ont fortement progressé ces derniers mois. Alors voilà ce dont on va parler aujourd'hui avec, pour le DFI, son directeur adjoint. Salut Stéphane Seidendorf. Bonjour Hélène. Stéphane, il faut essayer de ne pas trop laisser délirer nos esprits biberonnés aux films et aux séries d'espionnage, mais quand même, visiblement, l'Allemagne a des gros trous dans son dispositif de protection. Oui, ça semble évident. Vous pouvez le comprendre depuis longtemps. Les services, ils alertaient avec leur manière souvent très diplomate qu'on avait des vraies failles dans la protection des infrastructures sensibles. Avec la fin de la guerre froide, avec la réunification allemande, on pensait qu'on était entouré que des amis et qu'on pouvait avoir des relations amicales ou au moins constructives avec tout le monde. Et force est de constater que ce n'était pas tout à fait le cas. Et ça vaut d'ailleurs pas uniquement pour la Russie de Vladimir Poutine, puisqu'on a aussi eu des attaques des services amis des États-Unis, d'Israël, qui ont espionné en Allemagne. Ah oui, c'est vrai, c'était complètement dingue cette histoire. C'était il y a une dizaine d'années et on avait découvert que les États-Unis avaient même installé une véritable centrale d'écoute directement sur le toit de leur ambassade ici à Berlin, avec une parabole, etc. Et de là, les grandes oreilles de la NSA écoutaient tout le quartier gouvernemental et même le portable d'Angela Merkel. Il avait traité ça directement avec Barack Obama à l'époque. Il y a aussi des rumeurs sur la France qui aurait écouté et l'Allemagne qui aurait écouté en France. Donc tout ça, c'est aussi en partie la pratique commune des services secrets, leur raison d'être. Tu as évoqué les rapports des services de renseignement allemands qui avaient tenté d'alerter sur ces failles sans grand succès. Alors cette semaine, les 3 grands services de renseignement, le renseignement intérieur, extérieur et le renseignement militaire, ont été entendus par les députés du Bundestag. Et là, peut-être que maintenant, ça va être plus clair dans la tête des gens. Voilà ce qu'on a pu entendre lors de cette séance. En attaquant l'Ukraine, la Russie a déclaré la guerre au monde démocratique et ce changement de situation a déjà des conséquences sur la sécurité intérieure de l'Allemagne. Je cite, « La Russie a les moyens d'intervenir sur le sol allemand. Elle y est disposée et elle serait même prête à organiser des assassinats politiques. » Alors tout ça s'est rendu public alors qu'au début du mois, il y a eu un sabotage du système de communication de la Deutsche Bahn, la compagnie des chemins de fer, des câbles qui ont été sectionnés à 2 endroits du pays, un travail de professionnels, disent les enquêteurs. Après ce que viennent de dire les renseignements allemands sur les intentions des Russes, c'est vraiment troublant. Très difficile à savoir. Je ne sais pas plus que toi sur cette épopée. On a eu des attaques, notamment l'extrême gauche, contre le chemin de fer allemand dans le passé. Là, ça paraît mené de manière très, très précise et avec beaucoup de savoir-faire technique. Ça dépasse les corpuscules d'extrême gauche. Pareil pour l'attaque contre les gazoducs dans la mer Baltique. Là, même les services allemands parlent d'une action d'un acteur étatique, sans dire qui ça pourrait être.
Tu as raison, il faut être prudent, mais tout le monde pense à la main de la Russie, surtout qu'elle est déjà passée à l'acte ici en Allemagne. On peut citer plusieurs piratages de grosse ampleur, par exemple contre le Bundestag il y a quelques années. On avait pu remonter à un groupe de hackers russes. Et puis, il y a eu des morts, des assassinats. Un jeune fonctionnaire russe retrouvé sans vie au pied de l'ambassade. Prétendument, c'est un suicide, on connaît la chanson. Mais le plus spectaculaire, c'est ce qui s'est passé en août 2019. Dans le parc du Tiergarten, donc en plein cœur de Berlin, un tueur mandaté par Moscou, condamné depuis, a abattu un Géorgien qui combattait pour la cause tchétchène contre la Russie. La Russie, donc, tue sur le sol allemand. Oui, alors là, la manière dont ça a été fait en plein cœur de Berlin et puis en pleine journée, c'était clairement pour envoyer un signal. C'est pas uniquement pour éliminer ce pauvre Géorgien tchétchène, mais c'était clairement aussi pour afficher qu'on pouvait intervenir où on voulait. Donc on peut constater quand même avec tous ces éléments qu'on évoque, on ne sait pas si c'est directement sous la responsabilité du gouvernement russe, mais tout ça mène à une sorte de psychose, d'une déstabilisation qui est évidemment aussi dans l'intérêt de cet acteur russe. Ça sort tout droit du manuel du KGB déjà des années 80-90, où on avait autant l'action psychologique que, évidemment, l'intimidation en menant des attaques en partie physiques. Tout ça n'a rien d'étonnant puisque Poutine, on le sait, a été officier du KGB. Dans les années 80, il était en poste en RDA, à Dresde exactement. Il a déjà raconté lui-même à quel point cela avait été un moment fondamental de sa vie, parce qu'il a assisté à la chute d'un système sous pression de la société civile. Cela l'a vraiment marqué. Et quand on voit avec quelle radicalité il étouffe l'opposition en Russie, on se dit que le souvenir de 89 en RDA le hante sans doute beaucoup. Bref, ces années à Dresde l'ont forgé, on peut le dire. Vous allez l'entendre avec l'historien Hubertus Knabe, spécialiste de la RDA, qui a bien voulu nous raconter ce qu'il a découvert dans les archives de la Stasi. Car la police secrète est-allemande avait compilé des documents sur l'officier Poutine. Et vous allez voir qu'il a rapporté de Dresde bien plus qu'une formation. Ses collègues de cette époque à Dresde sont presque tous à des très hautes positions aujourd'hui en Russie. Cela montre très clairement en qui Poutine place sa confiance. C'est tout l'esprit de corps du KGB où la trahison, c'est pire que tout. Parmi ces hommes, il y a par exemple Tchemezov, qui est responsable de l'armement en Russie, une sorte de ministre de la Défense de l'ombre, un poste incontournable évidemment dans la guerre en Ukraine, ou encore Tokarev, qui est à la tête de l'entreprise qui gère les oléoducs de Russie. Il y a beaucoup de fantasmes autour des activités de Poutine à Dresde. Hubertus Knabe les dément. Il n'était pas le super espion de film en opération sur le terrain, etc. C'était plutôt un homme de bureau, discret mais très efficace. Son travail consistait à recruter des jeunes qui étudiaient en Allemagne de l'Est et qui auraient peut-être envie de s'installer à l'Ouest après, et donc de les placer là-bas. La spécialité du KGB de Dresde, c'était de retourner des enquêteurs de la police locale est-allemande. Il ne nous reste malheureusement plus que 2 pages d'archives sur ces activités de recrutement, mais ça suffit pour nous fournir déjà une liste de plus de 80 noms d'agents du KGB à Dresde, et on commence seulement à s'intéresser à eux et à faire des recherches sur ce qu'ils ont concrètement fait. Pour Hubertus Knabe, Poutine utilise en fait aujourd'hui toujours les mêmes méthodes. Pour moi, ce qui était très impressionnant à la lecture de ces documents, c'est qu'en tant qu'officier du KGB, il avait toujours une approche très tactique des gens et des faits. Tout est permis, il n'y a aucun droit, aucune règle, seule la loi du plus fort s'applique. Cela implique qu'on pousse les gens à la trahison, qu'on les trompe, qu'on leur mente pour atteindre son but. Et c'était l'ADN des agents du KGB à l'époque. Avec toujours ce principe qui régit tout, la loyauté ou la mort. On peut donc se demander si Poutine a conservé des liens avec ses recrues de l'époque. Combien a-t-il encore d'agents fidèles infiltrés en Allemagne ? L'an dernier, au moins 2 taupes russes ont été identifiées, l'une dans une université en Bavière, l'autre à l'ambassade britannique, ici à Berlin. En avril, l'Allemagne a expulsé 40 personnes directement soupçonnées d'espionnage. Il n'y a aucun doute que le KGB et donc aujourd'hui le FSB disposent d'agents en Allemagne et cherchent à en recruter, notamment
parmi des gens qui ont des liens avec la Russie, qu'ils soient personnels ou idéologiques, ou des gens sur lesquels on peut faire pression. Et le groupe des Russes allemands, c'est sans doute un réservoir, mais c'est aussi un réservoir qui est très bien surveillé par les services secrets allemands. Stefan Seidendorf, là peut-être qu'il faut expliquer qui sont ces Russes allemands, ces Russlanddeutschen dont il est question. Ils sont entre 2 et 3 millions, répartis un peu partout en Allemagne. Ce sont des gens qui sont allemands, de sang, de papier, mais qui, jusqu'à encore récemment, vivaient en Russie ou, d'une façon générale, sur le territoire de l'ancienne URSS, et parfois ils ne parlent même pas allemand. En quelque sorte, c'est des colons allemands qui sont partis, les plus grands contingents sous la tsarine Catherine II, la grande tsarine russe, qui était elle-même une Allemande, et qui a fait venir dans les plaines russes, qui n'étaient pas très peuplées à l'époque, des colons allemands. Et ils ont très bien progressé là-bas, jusqu'à la Première Guerre puis la Deuxième Guerre, quand évidemment ils étaient ciblés par le pouvoir russe comme le bouc émissaire, comme les communautés qui étaient toujours en lien avec l'ennemi, avec l'Allemagne. Staline avait déporté une grande partie de ces communautés très loin vers la Sibérie. Après la guerre, l'Allemagne fédérale avait gardé un article dans sa constitution que tous ceux qui étaient issus du peuple allemand pouvaient revenir en Allemagne et très vite obtenir la citoyenneté allemande. Alors c'est la conception allemande de la nationalité. Tous ceux qui ont le lien du sang, ils sont allemands. Après donc la fin de l'Union soviétique, il y a encore des centaines de milliers qui sont arrivés de l'Union soviétique. Et ils sont évidemment une communauté très hétérogène. Ils sont pour la plus grande partie très bien intégrés. Mais on peut encore, si on fait des études fouillées, sociologiques, trouver quelques traits caractéristiques à cette communauté. Effectivement, quand on regarde les sondages d'opinion, par exemple, on peut voir des spécificités dans leur rapport à la démocratie, à la liberté de la presse, aux droits des minorités. C'est un groupe aussi qui vote plus souvent à l'extrême droite que le reste de la population allemande. Ils étaient considérés comme le bouc émissaire, comme la 5e colonne par Staline. Et aujourd'hui, ils sont donc en Allemagne. Et il y a des soupçons qui disent qu'ils écoutent trop les médias russes. Ils sont sous influence de Sputnik ou de Russia Today, des deux chaînes russes. Et donc, du coup, à nouveau, il y a des personnes qui leur collent cette étiquette de 5e colonne de Poutine et que ce n'est pas les émigrés allemands de Russie que Poutine il pourrait tisser ses réseaux d'influence. Assez tragique pour cette communauté qui, pour la plupart, évidemment, mène sa vie tranquillement. Alors, on utilise le mot russe-allemand, mais il y a dans cette communauté beaucoup de gens qui viennent en fait de toute l'URSS. Donc, on a aussi des gens qui viennent du Kazakhstan, d'Ukraine. Il y a aussi des Russes qui ont immigré plus récemment pour des raisons politiques. Beaucoup soutiennent Poutine, mais d'autres se mobilisent aussi contre sa politique et contre le nationalisme russe. Reportage au sein d'une communauté divisée et meurtrie, David Philippot s'est rendu à une réunion de l'association des parents d'élèves russophones d'Allemagne. Le mot traumatisme n'est jamais prononcé, mais les participants de ce Berliner Talks font leur thérapie en public. Ils se livrent à cœur ouvert comme Olga, qui dit avoir pleuré pendant 3 jours quand elle a appris la nouvelle de la mobilisation partielle, la peur au ventre pour son frère qui vit encore en Sibérie. Il y a beaucoup de divisions au sein de la communauté russe et au sein de nombreuses familles, avec certains qui essayent de relativiser la guerre, de la justifier. Pour moi, c'est inadmissible. Moi, je rêve d'un monde sans guerre, sans discrimination, d'une société démocratique. Olga vit depuis 24 ans en Allemagne. Elle travaille dans une association d'aide aux migrants. Il y a toujours des situations dans lesquelles je suis renvoyée à mes origines. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, mais je ne me cache pas non plus. Lorsque je parle russe avec les réfugiés ukrainiens, soit ils m'acceptent comme ça, soit ils ne m'acceptent pas, mais je ne veux pas avoir à me justifier pour mes origines. La grande question, c'est de savoir comment combler le fossé, comment parler aux gens de l'autre bord. Dimitri Stratievski, un Ukrainien originaire d'Odessa, est politologue. Il travaille justement sur la relation de cette communauté à l'Allemagne.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore trouvé leur place dans notre société ici. Ils attendent qu'on vienne leur parler, les écouter, qu'on prenne leurs soucis et leurs ressentis au sérieux. Et c'est un bon début pour nouer le contact. À l'opposé, il y a des personnes qui ne partagent pas notre conception libérale et démocratique, qui sont tellement empoisonnées par la propagande ou par des idéologies inhumaines qu'elles ne peuvent plus être sauvées. Mais à mes yeux, il s'agit d'une infime minorité. Эй, солдат, хочешь быть собой? Alexander Delfinov, dans une vidéo publiée sur YouTube, s'adresse directement aux soldats russes. Давай, дезертируй, русский солдат, дезертируй! Un appel à la désertion pour contrer la propagande russe, dit cet artiste moscovite qui vit depuis 21 ans à Berlin. Il est très difficile de lutter contre l'irrationalité par des moyens rationnels. C'est pourquoi je crois maintenant qu'il n'y a pas d'autre choix que celui de l'échec militaire absolu pour que quelque chose change en Russie. La seule solution, c'est la capitulation, comme en Allemagne après le Troisième Reich. Là, je vois un parallèle. On dit que le Troisième Reich a commencé une guerre barbare. Au fond, Moscou fait la même chose actuellement. Selon les statistiques officielles, 311 Russes ont demandé asile en Allemagne au mois de septembre. La question des déserteurs est un vrai problème politique en ce moment. Contrairement à tous ses voisins, l'Allemagne a annoncé que les hommes russes qui refusent de se battre en Ukraine peuvent faire une demande d'asile. Mais après l'arrivée de plus d'1 million d'Ukrainiens en 7 mois, eh bien, les capacités d'accueil ici en Allemagne quand même atteignent leurs limites. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un risque. On risque de faire rentrer le loup dans la bergerie, faire rentrer en Europe, dans l'espace Schengen, des agents directs ou indirects de Poutine qui peuvent contribuer à la déstabilisation des sociétés, faire de l'agitation en faisant monter la colère, le discours contre l'Europe, contre l'OTAN. Donc, on trouve une opposition au sein de l'Allemagne contre la manière dont nous traitons actuellement la Russie, contre les sanctions, contre le soutien pour l'Ukraine. Et cette opposition au gouvernement, elle est alimentée par les partis extrémistes. On peut très bien le voir dans des sondages. Il y a des proximités partisanes, à gauche comme à droite, un peu plus sur l'extrême droite. Et c'est aussi soutenu et alimenté par les réseaux Internet et par les médias russes qui continuent à émettre. Donc il y a un mélange de genres. Ça prend pour l'instant en marge de la société, mais il y a ce fond de protestation et avec des gens qui sont prêts à recevoir les messages conspirationnistes. La Russie et ses agents, ils peuvent faire leur lit là-dedans. Ça prend petit à petit, sans qu'on sache pour le moment jusqu'où ça peut aller. Oui, mais là, tu parles de ce qui se passe en ce moment. Le phénomène, en réalité, il n'est pas nouveau. Je me souviens des premières manifestations de Pegida en 2013-2014, donc des manifestations contre l'immigration. Il y avait des drapeaux russes. Pareil dans les cortèges anti-vaccins l'année dernière. Il y a quelques années, il y avait même eu une psychose collective dans la communauté russe-allemande ici à Berlin, après le prétendu enlèvement d'une adolescente. En réalité, c'était une fausse info qui était née sur les réseaux sociaux, qui avait été gonflée par des hackers russes et leurs ordinateurs qui avaient trompé les algorithmes. Oui, il s'agissait surtout d'exploiter des faits divers, de les présenter d'une manière susceptible de soulever la colère populaire. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on se focalise autour de cette critique de la Russie qu'on présente comme injustifiée. L'Allemagne a toutes ces années cherché à mener une politique constructive, voire d'amitié avec la Russie. C'était vraiment quelque chose de nouveau après la guerre froide. On pensait pouvoir peut-être même utiliser quelques-unes des recettes qu'on avait utilisées avec la France pour cimenter la réconciliation franco-allemande, en faisant des jumelages, en faisant des voyages, des échanges. Et on est assez surpris de constater aujourd'hui que tout cela a servi côté russe pour alimenter les réseaux de Poutine et pour nous mettre, nous Allemands, dans une situation de dépendance maintenant pour le coup très unique. Il y a sans doute eu en effet une grande naïveté côté allemand au cours de toutes ces années. La classe politique ici à Berlin fait ouvertement son mea culpa. Même à la CDU, on parle d'une grave erreur qui a hypothéqué la souveraineté allemande. Angela Merkel, elle, persiste et signe, interrogée sur sa politique vis-à-vis de la Russie. Écoutez ce qu'elle disait il y a quelques jours, mi-octobre. Compte tenu du contexte de l'époque, c'était très rationnel et logique. Et c'est pourquoi je ne regrette pas mes décisions. Alors là, pardon Stéphane, mais je vais y aller franco. Je vais
mettre les pieds dans le plat. On dit depuis toujours qu'Angela Merkel est très analytique, très pragmatique. Elle prend ses décisions après mûre réflexion, en se basant sur des faits précis, des études, des chiffres. C'est son côté scientifique, évidemment. Mais est-ce qu'elle disposait, en fait, toujours d'informations fiables pour trancher? Et si autour d'elle, il y avait eu des gens qui étaient chargés de lui présenter les choses de façon biaisée? Après tout, regarde là, on vient d'apprendre que le patron de la cybersécurité avait peut-être des relations avec l'espionnage russe. Et je pense aussi au cas de Hans-Georg Maassen. Donc lui, il a dirigé les services de renseignement intérieur allemands, les fameux services de protection de la Constitution de 2012 à 2018. C'est d'ailleurs Merkel qui l'avait limogé. Et aujourd'hui, on sait que c'est un homme qui ne cache pas ses accointances avec les milieux conspirationnistes, les milieux identitaires. Ça paraît délirant et ça serait un énorme coup des services russes s'il y avait eu effectivement des agents jusqu'à la chancellerie allemande. Mais après tout, la Stasi avait bien placé un espion dans le cercle des collaborateurs les plus étroits du chancelier Willy Brandt. Il y a toutes sortes de rumeurs, évidemment, et puis ça fait peut-être même partie du jeu russe de créer ces rumeurs, de les entretenir. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin. La réalité, elle est souvent moins spectaculaire, plus simple. Angela Merkel, elle avait fait en sorte de gérer la situation immédiate et puis le moyen terme, sans prendre en compte les conséquences du long ou très long terme. C'était tout Angela Merkel, déjà suffisamment compliqué. Et évidemment, l'analyse qui serait à faire aujourd'hui, ou dans quelques années, par des historiennes, par des historiens, sur la politique russe de l'Allemagne depuis la réunification, elle reste à faire. Elle concernera autant les SPD que le CDU. Les questions devront être posées, mais pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt. Pour finir, Stéphane, est-ce que tu penses que l'Allemagne, c'est le maillon faible actuellement de cette alliance internationale contre la Russie? Je pense que l'Allemagne a pris conscience où nous sommes là aujourd'hui, un réveil un peu brutal, certes, mais du coup, un gouvernement très déterminé, une population aussi déterminée. Donc il faut faire attention de ne pas avoir des réponses, des solutions trop simplistes. Merci beaucoup Stéphane et merci encore à l'historien Hubertus Knab pour ses révélations sur l'agent Poutine à Dresde. Merci à David Philippot pour le reportage, merci aux Voix françaises, merci de votre fidélité. Promis, avec le DFI, on vous prépare pour très bientôt un épisode détaillé sur l'état de la relation franco-allemande. Après le report du Conseil des ministres conjoints, oui, ça crise. Mais depuis que je suis journaliste, j'ai l'impression qu'on me parle tout le temps des difficultés entre Berlin et Paris. Alors on va attendre que ça se décante un peu pour pouvoir analyser précisément ce qui se passe. Le podcast Avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.